Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse me confirmer dans le chat que vous m'entendez correctement et je vais en profiter pour vous partager mon écran. Hop, c'est chose faite. Donc, je vous laisse me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Parfait, super. Bon, parfait, il est pile 9 heures. On va se laisser 1-2 minutes avant de vraiment commencer pour laisser l'opportunité à chacun de nous rejoindre sur ce webinaire. Je vais peut-être commencer par me présenter, ça laissera le temps au dernier du coup de nous rejoindre. Donc moi je suis Céline Jarda, je suis Head of Customer Success chez Nomination et la mission principale de mon équipe et moi c'est vraiment de vous accompagner au quotidien dans l'usage de votre licence pour que vous puissiez en tirer un maximum de bénéfices, pour que vous puissiez en avoir un usage, on va dire avancé, hein, et ne pas rester sur un usage, si je puis dire, superficiel. Donc on le fait cet accompagnement à travers différents formats et cette matinale ce matin, elle s'inscrit dans cette dynamique, hein. Ici, contrairement à une formation plus classique, on va pas balayer l'ensemble des fonctionnalités, mais on va pendant une petite heure faire une focus sur un focus pardon sur un enjeu métier à travers l'usage de Nomination, parce que ça reste quand même mon objectif, hein, que vous puissiez utiliser Nomination. Mais voilà, en tout cas, on fait vraiment un focus sur une thématique, un enjeu métier, pour vous permettre de croiser cet enjeu avec les usages possibles de Nomination. Donc, ça va être l'objectif ce matin. Donc, je vous le dis, vos micros sont coupés, vous l'avez vu. On est souvent assez nombreux sur ce type de webinaire, donc c'est plus facile pour moi. Néanmoins, vous pouvez interagir via le chat. Vous l'avez vu, vous pouvez poser vos questions. Je tenterai d'y répondre au fur et à mesure, mais ça me permettra sans doute de souffler un peu et de ne pas être en monologue. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'anticipe l'une d'elles. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc j'espère que ce ne sera pas désagréable pour vous. J'anticipe une question. Oui, le webinaire est enregistré et le replay vous sera mis à disposition, donc il sera possible éventuellement de le transmettre à des collègues si nécessaire. Voilà, ce qui me permet d'avoir comblé 2 minutes. Et donc, on va pouvoir commencer gentiment pour effectivement laisser encore quelques instants aux autres de nous rejoindre. Donc, ce matin, on s'attaque à la prise de contact par mail. C'est un vaste sujet. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble aux leviers que vous allez pouvoir activer pour parvenir à déclencher une discussion et puis, in fine, hein, obtenir un rendez-vous, puisque c'est quand même ça votre objectif final. Mais donc, le faire à partir d'un email. Pourquoi? Parce que finalement, le mail, ça reste quand même le canal privilégié pour la majorité d'entre nous. Alors, sans doute parce que ça paraît plus accessible, ça paraît plus simple à activer. C'est moins brutal ou frontal en cas de refus de l'interlocuteur que ce que vous pourriez connaître lorsque vous faites des prises de contact dans le dur par téléphone. Et puis, c'est également moins intrusif, hein, que cette fameuse prise de contact par téléphone. Et puis, on a le sentiment de pouvoir en faire beaucoup plus en moins de temps. Et on le sait, aujourd'hui, le volume, c'est assez rassurant. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est efficace, le volume, mais force est de constater, avec les différents échanges que j'ai avec beaucoup de nos utilisateurs, que ce côté volume est nécessaire pour se rassurer au quotidien que je mets tout en œuvre, je mets assez en œuvre pour me permettre d'être en condition de réussite. Alors ça, c'est un sujet que j'ai abordé le mois dernier. Comment être dans des conditions de réussite et m'assurer que l'effort fourni est suffisant. Malheureusement, la réponse, c'est pas toujours de faire du volume, mais en tout cas, il y a ce côté rassurant. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup privilégient le mail. C'est facile, j'en fais beaucoup. Je suis un peu protégée parce que c'est pas aussi frontal que du téléphone, donc c'est quelque chose qui est encore extrêmement utilisé. Donc malheureusement, c'est ce que je vous disais, hein, le volume permet pas forcément de garantir un bon taux de transformation, surtout lorsqu'il s'agit de messages qui sont pas forcément optimisés. Donc c'est ce qu'on va regarder ce matin, comment je vais pouvoir construire un message qui soit optimisé. Quand je dis ça, hop, effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va préférer faire un envoi très personnalisé à 50 personnes plutôt que de faire un envoi en masse auprès de 500 personnes et quelque chose qui soit un peu trop générique. L'effet pervers du mail,
c'est qu'on peut facilement tomber dans l'usage de 2-3 templates types qu'on adresse à tous nos prospects. Je pense qu'on a tous ce cas-là dans nos boîtes mail. On a quelques mails, quelques trames de mails qu'on estime pas mal, qui ou ont fait leurs preuves de façon efficace, mais on les a et puis c'est facile parce qu'on manque de temps, parce que voilà, l'humain va au raccourci. Et ben on utilise toujours un peu les 2-3 trames qu'on en a. Et finalement, bah, ces messages, ils correspondent pas forcément à un interlocuteur pardon, en particulier. C'est des messages qui sont un peu vagues, impersonnels, parce qu'ils s'adaptent à tous. Et c'est ça l'effet pervers, hein. C'est que malheureusement, en s'adaptant à tous, bah, ils parlent pas spécifiquement à certaines de vos sous-audiences. Et donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Faites l'exercice, hein, vous recevez sans doute des mails à titre pro et perso, et vous verrez que ceux que vous avez envie d'ouvrir et ceux auxquels vous répondez, c'est ceux pour lesquels vous vous sentez directement concerné. Les messages vagues, impersonnels, où vous avez le sentiment qu'ils vous ont été adressés à vous et à plein d'autres personnes, c'est pas ceux-là auxquels vous répondez, ou c'est pas ceux-là sur lesquels vous vous attardez. Donc ça, c'est important aussi, je pense, de faire cet exercice-là. Est-ce que moi, à titre personnel, le mail que je vais envoyer, je l'aurais ouvert? Est-ce que j'aurais envie de l'ouvrir? Est-ce que j'aurais envie vraiment de répondre si j'étais dans cet enjeu-là? En tout cas, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Le deuxième effet pervers de la prise de contact par mail, c'est qu'effectivement, le taux de transformation, donc, il risque de pas forcément être satisfaisant et on va rentrer dans une spirale que je vous ai évoqué juste avant, un peu spirale infernale, qui est que bah, finalement, comme je vais avoir des messages qui fonctionnent pas très bien, je vais devoir continuellement adresser beaucoup de gens pour essayer d'avoir un taux de transfo. Malheureusement, votre cible, elle est limitée. La réalité du marché des entreprises en France est un marché limité. Hein, on a un nombre limité d'ETI, de PME, de grands groupes, etc. Donc, il y a finalement une ligne d'arrivée qui est incontournable. Et donc, ce jeu qui est, ben, je dois toujours remettre X pièces dans la machine pour que ça continue de marcher, que je continue d'être alimenté, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça a des limites. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça, de se dire comment, en faisant moins, je peux me permettre d'avoir un meilleur taux de transformation et ne pas forcément être contraint par ce volume. Donc, on va regarder ensemble les différentes étapes qu'on va pouvoir mettre en place pour construire des emails qui soient plus percutants, plus personnalisés et qui vont vous permettre de maximiser vos chances d'obtenir des retours positifs. Je reviens sur un tableau que j'ai présenté lors du webinaire du mois dernier, pardon. Donc, je ne vais pas le redétailler, mais le point de départ avant même de commencer vraiment à construire votre message, c'est de poser à plat vos audiences. On a tous différentes audiences. Je prends moi l'exemple chez Nomination. Oui, je m'adresse. Aujourd'hui, notre portefeuille client, c'est aussi bien de la start-up que du grand groupe côté en bourse. Vraiment. Néanmoins, à l'intérieur de ce vaste terrain de jeu, j'ai différentes audiences. Je peux m'adresser à des DG, je peux m'adresser à des directeurs commerciaux, je m'adresse à des directeurs marketing. Et le directeur marketing du grand groupe n'a pas les mêmes enjeux que mon directeur marketing d'une belle PME, par exemple. Donc là, le but du jeu, c'est quand même, avant même de commencer à rentrer dans votre copywriting, de poser à plat votre audience, vos sous-audiences et les spécificités de chacune. Donc, je vous dis, pardon, je ne vais pas rebalayer tout ça, mais c'est quelques pistes de réflexion que vous pouvez mettre en place pour chacune des audiences. Quel est son besoin, sa problématique? Quelles sont les causes et conséquences des problèmes que je vais adresser? En quoi, moi, je réponds spécifiquement à cet enjeu, à cette problématique? D'accord? De quelles preuves vous disposez? Personne va vous croire quand vous dites bah nous on est les meilleurs là-dedans et ce qu'on a fait c'est super bien. Non, il faut que ce soit un peu plus concret de la part de personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre expertise, votre légitimité sur un enjeu. Donc vous avez sans doute des preuves, des références clients, des business cases à valoriser, des expériences à valoriser de façon précise. Est-ce que vis-à-vis de cette audience-là, de ce que vous commercialisez, il y a un enjeu de timing? Certains de nos clients savent qu'il y a des moments clés dans l'année ou dans la vie d'une entreprise pendant lesquels il va être favorable de faire de la prospection
parce que ce sera pile le bon moment. Donc ça peut aussi rentrer en compte. Et puis, si vous partagez du contenu, en quoi ce contenu il peut aider votre cible ou vous aider vous à obtenir le rendez-vous. Vous verrez que pour chacune de vos audiences, normalement, vous n'allez pas marquer exactement la même chose. Parfois, sensibiliser votre interlocuteur, ça se joue à 2-3 mots-clés qui vont différer d'une personne à une autre. Je le vois aujourd'hui, je vais vous prendre encore mon exemple chez nous. Il y a donc moi, je suis Head of Customer Success, et j'ai ma boss Becky qui est directrice du service client. Quand on se fait prospecter, et c'est véridique, on n'est pas sensible aux mêmes choses. On n'a pas exactement la même vision de nos sujets, parce qu'elle a un scope plus grand, elle a aussi d'autres services sous son aile. On ne regarde pas exactement la même chose. On n'est pas sensible aux mêmes arguments. Donc c'est un travail qui peut paraître assez fastidieux, néanmoins c'est un travail que vous allez faire une fois au moment où vraiment vous allez prendre le temps de spécifiquement détailler, décortiquer vos audiences. C'est un travail qui sera nécessaire pour faciliter ensuite votre copywriting. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai un webinaire qui est dédié sur le sujet. Vous pouvez aller le réécouter où vraiment on parle de l'effort à fournir et de comment je concentre correctement mon effort et j'établis effectivement mes sous-audiences. Reprenons sur le sujet donc vraiment du message à proprement parler. Premièrement, on va commencer par le format du message qui est assez important. Sur un enjeu de lead gen, vous devez opter pour un email conversationnel. Votre objectif, oui, c'est de vendre, on est bien d'accord. Mais pour ce faire, en amont, c'est de déclencher une discussion. C'est d'essayer d'obtenir un échange de qualité avec votre prospect. Et donc, pour ça, vous devez impérativement utiliser le jeu. C'est vous, personnellement, qui souhaitez avoir cette discussion, ce rendez-vous. Donc, vous devez incarner votre message. Vous êtes une personne physique, pas une personne morale. Donc, ça, c'est important. J'insiste dessus parce que beaucoup d'emails aujourd'hui sont avec un « on ». Chez l'entreprise X, on accompagne, on sait faire ci, on aimerait bien, on peut vous... Non, c'est moi personnellement. Moi, personnellement, j'ai accompagné des entreprises sur tel enjeu. Avec les équipes, on a mis ça et ça en place. C'est quelque chose qui est assez important pour que votre interlocuteur aussi se sente considéré. En fait, c'est quelqu'un, un humain qui souhaite réellement me parler. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et alors, un message qui est court, et j'insiste sur le court, vous allez adresser des personnes qui n'ont pas sollicité votre prise de contact, la plupart du temps qui manquent cruellement de temps. Donc chaque mot va être important. Et là, on va en reparler après, mais j'insiste sur le fait de s'appuyer sur la richesse de notre langue pour optimiser votre syntaxe. Un mot doit se suffire à lui-même. Quand vous êtes en train de construire une phrase et que vous êtes en train de vous dire « alors je vais dire que l'on peut l'accompagner et un autre verbe », c'est que vous n'avez pas trouvé le bon mot. C'est vraiment important. Chaque mot a son importance et va vous permettre d'optimiser votre copywriting, votre nombre de mots utilisés et l'impact de votre copywriting. Les mots ont un impact et effectivement, il faut parfois un petit peu creuser pour avoir le bon mot plutôt que de mettre plusieurs mots ou des phrases qui se paraphrasent un petit peu. Ça arrive aussi souvent, on fait de la paraphrase parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément bien dit ce qu'on avait envie de dire, donc on le redit différemment pour être sûr que la personne ait bien compris ce qu'on avait envie de dire. Là, c'est qu'il y a un sujet. Donc vraiment, on reste sur des messages qui soient très courts. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, il y a des messages et des emails des fois qui font à peine 3 lignes, qui transforment mieux que certains gros pavés. Alors oui, les gros pavés peut-être mettent en visibilité l'exhaustivité des services ou autres, mais c'est pas forcément ça qui transforme. Et je fais un petit focus sur ne reprenez pas les codes du B2C. Ça, c'est aussi une pratique que l'on peut voir. Parfois, quand on passe beaucoup de temps à réfléchir à son copywriting, on tombe un petit peu dans le côté un peu marketé, un peu B2C, avec des verbes d'action, etc. Attention, vous ne faites pas du B2C, ne reprenez pas les codes du B2C et des emails marketing du B2C. Ce n'est pas adapté à l'enjeu qui est le vôtre de générer du lead. Christophe me dit, avez-vous des statistiques sur l'impact de différents formats de mails conversationnels? Avez-vous également des exemples de mails conversationnels à impact B2B? Alors, j'ai pas de stats à proprement parler, Christophe, à vous partager qui ferait la différence entre des emails conversationnels et des emails qui ne le sont pas. Enfin, j'ai pas les stats là en tête à vous partager, mais c'est factuel, hein. Vraiment, c'est les emails. Alors,
ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Si vous êtes sur un enjeu de lead gen, donc de génération de leads, donc vraiment déclencher des rendez-vous, c'est reconnu ces dernières années effectivement que l'email conversationnel fonctionne beaucoup mieux. L'email, on va dire un peu marketé, qui peut être très impersonnel, il peut aider sur de la notoriété parce que ça peut permettre de faire découvrir. Vous allez peut-être générer donc de l'ouverture et du clic, mais vous aurez personne qui va vous répondre pour un rendez-vous sur un email sur lequel il se sent pas personnellement concerné. Sur les exemples de mails, je vous les montrerai après. Oui, on a une bibliothèque de messages et on a d'autres outils qui peuvent vous aider. J'y reviendrai juste après. Donc voilà pour cette partie-là. Et donc effectivement, dernier point sur la structure en elle-même du mail, essayez le plus possible d'être dans une approche parlée. Je sais que c'est pas évident et on n'est pas non plus là pour écrire un SMS, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais il faut que la lecture elle soit simple, elle soit naturelle. Et il y a on va dire je dirais pas une étude, mais en tout cas ce qui se dit, c'est qu'il y a un espèce de biais cognitif que quand je lis un mail qui a cette connotation de syntaxe un peu parlée, si j'ai l'impression dans mon cerveau qu'en fait on m'a parlé, on va plus vouloir répondre quand on a l'impression qu'on nous a parlé de vive voix que quand pareil c'est un discours un peu froid et distant. Donc là aussi c'est un sujet, j'allège ma syntaxe, je ne fais pas trop de... je suis pas en train de faire une disserte, grosso modo, si je vous grossis le trait. Donc essayez de faire quelque chose très naturel, très spontané, qui ne semble pas trop travaillé justement. C'est ce qui fonctionne effectivement le mieux et qui sonne moins, on va dire, mail de prospection. Puisqu'en fait c'est ça, hein, ce que vous cherchez à faire, c'est que vous cherchez à faire en sorte que votre prospect n'ait pas l'impression réellement de se faire prospecter. Même si on en a tous besoin de se faire prospecter, malheureusement c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas, on n'a pas envie de se faire prospecter. Donc il faut que votre interlocuteur n'ait pas ce sentiment de se faire prospecter, qu'il ait le sentiment qu'il va échanger avec un père, ce père va lui apporter quelque chose, répond à son enjeu, etc. Donc ça c'est important. Jérôme, on termine souvent son mail par un bien cordialement, le remplacer par qu'en pensez-vous? Alors, vous teasez le sujet, Jérôme. J'en parlerai tout à l'heure de la signature de mail et de la fin du mail, parce qu'effectivement, c'est tout aussi important que le début. Donc ça, c'était sur le format. Ensuite, rentrons donc étape par étape dans la structure de votre message, l'objet de l'email. Donc là, sans surprise, je vous fais la même recommandation que l'objet doit être court, pas plus de 30 caractères. Donc ça, pour revenir à la question de Christophe, ça, c'est une vraie analyse que l'on a. On a analysé un peu tout ce qui part de notre plateforme. Tout ce que nos clients écrivent et on est capable effectivement de mesurer que les objets de mail qui font plus de 30 caractères ont un moins bon taux d'ouverture que ceux qui ont entre 20 et 30 caractères dans l'objet. Donc ça, c'est une vraie analyse, un vrai chiffre que je peux vous donner. Et effectivement, là aussi, plus votre objet semble réfléchi, plus il fait pub, il fait prospection et moins il est ouvert. C'est ce que je vous disais, hein, on n'aime pas se faire prospecter. Donc, quand on sent que ça sent la prospection, on ne l'ouvre pas. Si en plus votre objet est trop long, pensez au fait que quand vous affichez votre mail dans la messagerie, que le prospect a le message dans sa messagerie, qu'il le consulte sur sa messagerie sur ordinateur ou sur son téléphone, il y a un nombre de caractères limité qui s'affiche. Donc si de toute façon vous avez choisi un objet très très long, malheureusement, cet objet ne s'affichera pas par défaut dans son intégralité. Ça nécessitera que votre prospect ouvre le mail pour voir l'intégralité de l'objet. Rappelez-vous qu'il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas demandé votre mail. Donc, lui demander un effort d'ouvrir le mail pour comprendre de quoi il va s'agir, ça ne sera pas forcément quelque chose de fait. Après, on a deux options. Il y a deux écoles et j'ai pas réellement là de chiffres à vous sortir, donc je vous partage les deux options. Soit vous impliquez votre interlocuteur avec par exemple une variable de personnalisation, type rendez-vous le nom de votre entreprise / la variable le nom de l'entreprise de votre prospect. Soit vous faites quelque chose de beaucoup plus flou qui là va susciter l'intérêt. Par exemple, je vous dirai un exemple pour nomination, objet développement commercial. J'envoie ça à un DIRCO, développement commercial. Il y a possibilité que sur un malentendu, il ait quand même envie d'ouvrir en se disant, attends, voilà, ou objectif 2025, objectif d'upsell 2025, etc. Des choses très très floues. Un peu
soit ce sentiment de se dire, bah, c'est quelqu'un en interne ou un prestat avec qui on bosse qui m'envoie ça, j'ai loupé le coche, je me rappelle plus de son nom, enfin voilà. Quelque chose qui suscite l'intérêt, qui soit assez flou, mais avec des mots-clés qui sont en accord avec mon audience et avec ses enjeux. Hein. C'est pour ça que juste au-dessus, je vous avais partagé le tableau. Mais ça peut susciter l'intérêt. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas votre mail qui va créer un besoin chez votre prospect. Votre prospect, il a des enjeux, il y a des problématiques en ce moment dans son entreprise, il a des prios en tête. Et finalement, votre objectif, c'est d'essayer de tomber au bon moment. Et donc, l'objectif de votre objet de mail, c'est que ça fasse tilt dans sa tête et qu'il se dise, ah ben non, mais c'est exact, j'ai ce sujet-là en ce moment, j'ai ça, j'ai ce besoin, etc. Donc, rappelez-vous ça, vous ne l'avez pas créé de besoin chez votre prospect. Votre prospect, il a déjà des besoins et votre objectif, c'est qu'il relie ce besoin aux enjeux que vous êtes capable de couvrir. Et donc, du coup, à votre mail. Donc, vraiment, on bannit les verbes d'action et ça fait un peu référence à ce que je vous disais juste au-dessus, les campagnes un peu B2C ou les campagnes marketing, c'est pas forcément optimal. Alors, je crois que je vous ai partagé juste après, voilà. Je vous ai partagé des objets de mail que moi je reçois, que j'ai reçus d'ailleurs. Et je vous ai mis côté gauche les objets qui ont fonctionné sur moi, que j'ai ouverts, et ceux que j'ai pas ouverts, pour un peu vous illustrer ça. Et donc effectivement, j'ai ouvert des choses plutôt courtes ou avec un peu de personnalisation. Là, par exemple, celui-là, avis de client de nomination.fr, j'aurais pu ne pas l'ouvrir parce que je sais que c'est un objet automatisé, parce que le .fr, c'est la façon dont on est référencé sur LinkedIn et le nom de notre entreprise, c'est pas nomination.fr, on s'appelle nomination tout court. Je l'ai ouvert parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il peut me donner un ranking de satisfaction donc j'étais curieuse de voilà, savoir s'il avait un chiffre à me donner sur moi et la satisfaction de nos clients. Mais sinon, je pense que je l'aurais pas ouvert parce que je savais que c'était du automatique, ça. Mais voilà, vous voyez, j'ai même ouvert des objets où il n'y a pas de majuscule à la première, au premier mot. Ça aussi, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent effectivement, il faut que ça paraisse spontané. Je fais quelque chose de très simple, comme si voilà, je l'avais envoyé sur le sur un bout de bureau, et des gens qui sont plutôt formels avec la majuscule. Ça vraiment, c'est très subjectif. Ça dépend aussi de la sensibilité de votre interlocuteur, mais c'est des choses que vous pouvez tester. Ce que j'ai pas ouvert, vous voyez, c'est des choses très longues. Et si en 2024, tu venais vivre une expérience inédite, bon, déjà j'ai un petit problème personnel avec le tutoiement, mais ça c'est un autre sujet. Alléger vos dépenses IT, c'est là, ça sent la prospection. Voilà. Réservez maintenant une formation. Non, voilà. Juste pour vous illustrer les verbes d'action, les choses un peu longues, ça sent la prospection, je ne l'ouvre pas. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice, vous, à titre personnel, quand vous recevez des mails pro ou perso, quels sont ceux que vous ouvrez spontanément, sans regarder forcément l'expéditeur, les objets de mail, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a tous dans notre boîte mail perso des mails, on n'ouvre même pas, on les met direct à la poubelle parce que sans les ouvrir, on sait que c'est un email de prospection. Et encore une fois, comme je vous disais, on n'aime pas forcément, comment dire, se faire prospecter. Jean-Louis, dans le XI prise de contact, il y avait le nom de la société qui sollicitait le rendez-vous. Oui, exactement. Là, je vous l'ai pas mis, c'est effectivement, c'était le nom de l'entreprise, et là aussi formation, le nom de l'entreprise, et là le nom de l'entreprise. Donc je voulais retirer pour effectivement pas divulguer qui me prospecte, mais oui c'est ça. Donc après mettre le nom de votre entreprise, ça peut avoir aussi un impact en fonction de la notoriété de l'entreprise dans laquelle vous êtes et de ce que vous commercialisez. J'ai des clients qui, au seul nom de leur entreprise, ont des taux d'ouverture assez impressionnants. À expertise, on va dire, équivalente de quelqu'un d'autre, mais qui n'aurait pas la même notoriété. Donc ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut avoir aussi l'effet inverse. Hein. Moi, parfois, je me suis déjà fait prospecter par des entreprises qui me semblaient un peu surdimensionnées pour la PME que nous sommes. Donc, mais ça peut marcher. Voilà sur cette partie-là. Hop. Ensuite, c'est quoi un taux d'ouverture impressionnant? Je sais pas ce qui peut vous impressionner, Jordan, mais impressionnant. Ça dépend de ce que vous faites. Un taux d'ouverture qu'on commence à dire c'est vraiment un très bon taux d'ouverture sur de l'email comme ça, one-to-one. Vous êtes à 40%, vous avez un bon taux d'ouverture. Un taux d'ouverture on commence à dire c'est vraiment très très bien, 50%, 60%, c'est très très bien. C'est très très bien.
Mais les temps sont durs en ce moment dans la prospection. Enfin, on en reparlera peut-être, mais les temps sont compliqués. Mais oui, 40%, c'est bien en taux d'ouverture. 50, 60%, c'est des taux qui peuvent être atteints par certains de nos clients, qui sont des bons taux d'ouverture, très bons taux d'ouverture. Quand vous avez un prospect sur deux qui ouvre votre message, vous êtes en meilleure condition de réussite pour la suite. Troisième étape, privilégier les accroches contextuelles pour vous permettre de contacter votre prospect à un moment propice et d'attirer son attention. Gardez en tête que dès les premières lignes, votre prospect, dès la lecture des premières lignes, ça va un peu conditionner la suite. C'est un peu comme ce qu'on dit en immobilier, quand on franchit la porte de la maison, en quelques secondes, on sait si on va acheter ou pas. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est effectivement donc la lecture de ces premières phrases qui va conditionner la lecture de la suite de votre message. Donc là, on va éviter de parler de nous, de qui nous sommes, de leur demander s'ils vont bien, tout ça, on va un petit peu éviter ça. Et on va essayer de se rappeler que son prospect, il doit se sentir concerné, il doit se sentir valorisé, il doit se dire que vous avez spécifiquement envie de parler avec lui et pas avec lui ou un autre qui serait dispo. C'est vraiment avec lui précisément en tant qu'individu que vous avez envie de parler avec lui. Donc, il doit se sentir concerné et considéré. Vous devez donc lui parler de lui. Vous allez devoir autant que possible et en priorité initier des prises de contact auprès de prospects pour lesquels vous avez des éléments de contexte sur lesquels capitaliser. Alors, je vais reprendre un exemple que je partage souvent, mais c'est un peu notre raison d'être. Vous allez pouvoir rebondir sur une nomination. Une arrivée, c'est égal à un challenge. Lorsqu'un décideur y prend son poste, c'est toujours associé à des objectifs. On veut que son arrivée à un poste clé soit associée à des projets, à des nouveautés. Donc, c'est une population en plus qui est beaucoup plus réceptive à l'approche de nouveaux partenaires et fournisseurs. Le retour d'expérience qu'on a là-dessus, c'est que la meilleure période pour prendre contact suite à une prise de poste, c'est entre 4 et 6 mois, et que les gros projets sont signés la première année qui suit la prise de poste d'un décideur. Donc, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de timing, la nomination sur vos fonctions favorites, enfin vos fonctions clés, c'est un bon timing. Donc, ça va vous permettre concrètement de commencer votre mail avec une accroche qui parle d'eux et pas de vous. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir ensuite capitaliser sur ce que signifie la nomination, les enjeux de contexte, etc. Je vous parle de la nomination. Il y a d'autres éléments, d'autres signaux d'affaires qui vous sont partagés sur nomination. Vous allez avoir est-ce qu'il y a eu développement, diversification d'activités? Est-ce qu'il y a eu une levée de fonds? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des projets qui sont identifiés dans l'entreprise, etc. Quoi qu'il en soit, ces événements, ces actualités des entreprises vous permettent de capitaliser autant que possible sur une approche qui va être donc contextuelle. Et ça, c'est important. Après, vous pourrez pas le faire à chaque fois. Vous n'aurez pas toujours des motifs de prise de contact. Tous vos décideurs n'auront pas une actualité sur laquelle capitaliser. Néanmoins, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez le luxe d'avoir une actualité sur laquelle capitaliser, faites-le. C'est important. Je vais peut-être juste vous remontrer. Hop, je vais aller côté nomination. Donc, hop, je vais vous montrer pour ceux peut-être qui connaissent pas. Merci. Hop. Donc, je vous montre quand vous êtes sur la fiche d'une entreprise, vous avez ici la section actualité. Et donc là, vous avez différents types d'actualités qui vous sont proposées. Donc, on a les nominations, prise de poste de l'externe, promotion interne. Vous avez tout ce qui est articles de presse, ça c'est un peu plus générique. Les prises de parole sur des conférences, ça c'est un très bon levier de valorisation de votre interlocuteur. J'ai vu que vous alliez intervenir à la conférence la semaine prochaine la conférence XY. Malheureusement, je ne pourrais pas y être, mais, et là vous enchaînez, à vous de faire le lien habile avec vos enjeux et les sujets. Ou j'ai loupé, j'ai pas pu y être présent, etc. C'est tout à fait une actualité sur laquelle capitaliser. Alors, pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, rock, j'ai même quelques clients qui disent y avoir été, mais qui n'y étaient pas. Je vous ai vu intervenir sur la conférence à Tatati la semaine dernière. J'ai pas eu l'occasion de venir vous rencontrer sur place, etc. C'était super chouette. Bon, ça, il faut être un peu plus confortable avec ça, mais c'est aussi possible. En tout cas, la nomination et la prise de parole sur des conférences, c'est les deux
pour moi, hein, les 2 types d'activités sur lesquelles vraiment capitaliser parce que ça concerne l'individu directement. C'est vraiment, on va le valoriser lui en tant que personne. Le reste, c'est ce qu'on appelle les signaux d'affaires. Donc, ça ne concerne pas un décideur en particulier. Ça va avoir un rayonnement transverse sur plusieurs services de l'entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais, un développement, diversification d'activités. Est-ce qu'il y a des projets en cours, des recrutements projets RH? Est-ce qu'il y a des appels d'offres? Est-ce qu'il y a des levées de fonds? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, là aussi, je peux capitaliser. Mais ça nécessite un peu de projeter son business. Comment je projette mon business sur, je sais pas, sur La Poste qui est en train de communiquer sur le fait que en 2025, il va y avoir, je sais pas, 3000 recrutements sur tel et tel type de fonction au sein de La Poste France au global, par exemple. Donc ça nécessite un peu plus de réflexion, mais c'est des choses qui sont également possibles. Donc ces actualités, on vous les partage ici. Hein. Vous pouvez donc de façon opportuniste vous rendre sur la fiche de l'entreprise et voir ces dernières actualités. Donc à chaque fois, je peux aller voir, par exemple ici, le détail de la conférence, qui seront les autres intervenants, sur quel sujet ils vont prendre la parole. Je peux aller identifier une source pour avoir le détail de l'article, et ainsi de suite. Alors, des nominations, vous pouvez voir le parcours de la personne. Est-ce que cette personne est passée par une référence, une entreprise que vous connaissez, avec laquelle vous avez déjà fait du business? Ça, c'est tout à fait possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer des veilles pour recevoir proactivement de l'information et donc ne pas tout voir tous les matins, taper les quelques noms d'entreprises que vous avez en tête ou quelques noms de décideurs que vous avez en tête pour savoir ce qui s'est passé sur eux. Je peux ici, vous avez un système d'étoiles, mettre, par exemple, La Poste sous surveillance dans un segment que j'appellerais prospect. Ça me permet de recevoir une newsletter hebdomadaire qui va venir synthétiser toutes les actualités des comptes que j'ai tagués comme prospects. Donc, vous pouvez le faire sur clients, comptes clés et concurrents. Et vous pouvez également vous créer ici, dans la section mes alertes, des alertes plutôt sectorielles, thématiques. Je vous montre. Donc, vous allez pouvoir dire, moi, ce qui va m'intéresser, ce sur quoi je suis capable de capitaliser pour initier une prise de contact, c'est des nominations et des prises de parole. Alors moi, je vais prendre mon exemple, des directions commerciales, par exemple. Ce qui va m'intéresser plutôt, c'est de l'ETI, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez cartographier secteur d'activité, zone géographique, etc. Donc, soit vous souhaitez surveiller une liste de comptes précise, soit vous souhaitez mettre en place une veille plus large parce que vous n'avez pas en visibilité l'exhaustivité des entreprises qui correspondent à votre scope. Et donc là, vous êtes alimenté. Et donc, l'objectif, c'est de recevoir une actu et de se dire, bon, j'avais pas forcément prévu de prendre contact avec Monsieur Dupont aujourd'hui, mais franchement, au vu de l'actualité que je viens de recevoir, je vais me planifier de faire un email en capitalisant sur l'actualité pour être plus percutant. Il faut le voir vraiment en mode opportuniste à ce niveau-là. Donc, voilà sur cette partie. Donc, en capitalisant sur un élément de contexte, votre prospect, donc, il va être plus attentif à votre message. Donc, comme je vous ai dit, vous n'en aurez pas pour tous. Donc, effectivement, on essaye d'orienter son accroche sur les problématiques métiers. Si toutefois on n'a pas effectivement de motif de prise de contact lié à un élément de contexte, on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Quelles sont les problématiques, les enjeux de cette audience-là, de ce contact-là? Et je tiens compte du coup de la spécificité de chacune de mes sous-audiences. On a tous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tous différents interlocuteurs, différentes audiences, et ils ne sont pas 100% sensibles à la même chose. Et gardez vraiment en tête que cette accroche, elle va conditionner la lecture intégrale de votre message. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est important, mais là aussi, je reviens à mon sujet de base, quelque chose de court. Donc, on évite les phrases de 3 lignes, etc. Vraiment, on essaye de privilégier quelque chose de court, c'est important. Voilà, je balaye juste ce que j'ai mis à l'écran, voir si je vous ai pas oublié quelque chose, mais non, c'est bon. Là, je vous ai mis quelques exemples d'accroches et de mails qui ont été utilisés pour certains de nos clients. Donc, je vous ai mis un peu en plus gros les accroches. Ici, sur une félicitation de prise de poste. Ici, sur un contenu qu'on avait trouvé dans un article qui nous a permis d'écrire le copywriting. Là, je vous ai même partagé des exemples assez récents, parce que ça date de décembre, d'un sales chez nous qui a du coup initié sa prise de contact sur une félicitation de prise de poste. Et vous voyez, ça lui a quand même déclenché, je vous ai mis, mais deux réponses, enfin, je vous ai mis que les deux exemples, mais des réponses positives
positif, suite à cette prise de contact. Donc, c'est des choses qui fonctionnent. Et je pense que je vous ai partagé même un dernier exemple. Là, c'est un petit peu différent. On a un sales chez nous qui avait capitalisé sur la nomination du N+1 de son prospect. Je sais qu'un nouveau directeur marketing, enfin c'est pas ça qu'il a dit, mais imaginons, je sais qu'un nouveau directeur marketing vient d'être nommé, donc du coup vous avez sans doute des enjeux, etc. Et il a plutôt tablé là-dessus. Plutôt que d'aller prospecter la personne à proprement parler qui a été nommée, je peux aussi regarder les nominations au sein d'une entreprise et me dire que quand il y a un nouveau directeur marketing, alors peut-être que le directeur commercial qui est le service d'à côté va forcément être impacté par cette nomination. J'ai un nouveau DG qui est nommé. Oui, moi je prospecte peut-être pas les DG, mais ça va avoir des répercussions sur l'activité et sur le quotidien des différentes directions. C'est là où je vous disais, parfois il faut essayer de projeter une actualité, comment je peux m'en servir habilement malgré tout de cette actualité. Et donc là aussi, l'exemple que je vous montre est un exemple qui a fonctionné, puisqu'on a obtenu un rendez-vous avec cette entreprise-là. Donc voilà, vraiment ça fonctionne mieux. Alors c'est sûr que ça demande un travail beaucoup plus minutieux. Hein. On est vraiment sur de la prise de contact un peu mode chirurgical. Néanmoins, le taux de transformation est bien meilleur. Voilà sur cette partie. Rentrons dans la partie corps du message. Donc là, il doit être dans la continuité de ce qu'on s'est dit, hein, donc rester centré sur votre prospect. Il doit effectivement là aussi tenir compte des spécificités de vos différentes audiences. Il faut falloir rassurer votre prospect sur les différents, votre capacité à répondre à ces problématiques, à ces questions. L'idée donc ici, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est vraiment d'adapter votre discours en conséquence, d'adapter les contenus et les références que vous allez partager, peut-être verticaliser vos contenus, transformer votre solution en bénéfice. Ici, l'erreur assez classique dans vraiment le corps du message que l'on rencontre souvent, c'est de décrire ce que vous vendez. Là, ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'effectivement, on sort un peu une liste des services ou des listes de références en se disant, bah, s'il ne lit que ce mail, il faut qu'il ait tout en visibilité. Il faut qu'il sache tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a déjà fait, tous nos services, etc. Et là, c'est pas forcément efficace. Dites-vous que vous avez un mail, un enjeu, et que vous ne couvrez pas, bien sûr, vous êtes capable de couvrir énormément d'enjeux, vous avez plusieurs solutions que vous vendez peut-être, ou plusieurs services ou autres, mais l'idée, c'est pas de sortir tout votre catalogue dans le corps de votre message, vous allez perdre votre interlocuteur. Il faut vraiment faire un choix et donc renoncer à valoriser telle ou telle chose. C'est important. Jordan, et du coup, le taux de clic impressionnant, c'est combien? Le taux de clic impressionnant, Jordan, un taux de clic, si vous êtes à 4-5%, c'est bien. Après, réellement, là, votre sujet, c'est pas forcément le taux de clic. Vous, ce qui vous intéresse sur des prises de contact comme ça, c'est votre taux de retour, point barre. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir Monsieur Dupont qui vous répond « Ok, parlons-nous ». Qu'il ait cliqué sur votre contenu, c'est bien, mais ça résout pas votre problématique. Derrière, soit vous allez devoir faire des relances téléphoniques, soit vous allez devoir continuer à envoyer des mails pour avoir un résultat. Ça me fait un bon rebond sur effectivement ce que je vous marque ici. L'objectif de votre mail doit être clair. Un seul CTA, donc un seul call to action. Demande de rendez-vous, partage de contenu, mais pas les deux. Partage de contenu, j'affinerai même un petit peu ce que je dis là. Je suis plus maintenant pour le fait de suggérer le partage de contenu dans un second temps, plutôt que de donner directement le contenu dans votre mail. Et ça dépend de votre enjeu. Si votre enjeu, vous vous dites, bon, ok, je vais faire plutôt de la séquence. Donc, je vais envoyer plusieurs mails. Le premier mail, pas grave s'il ne me répond pas, je veux au moins qu'il clique. Je veux au moins qu'il prenne connaissance de qui on est, etc., qu'il s'imprègne de notre identité. Effectivement, vous mettez le lien de votre contenu directement dans le mail et là, vous venez chercher un taux de clic. Si toutefois, votre sujet, c'est d'être efficace dans le minimum de mails et de faire en sorte que votre prospect vous réponde, vous pouvez suggérer le partage de contenu. Je m'explique. Imaginons que vous avez une étude qui analyse, je sais pas,
analyse la rémunération des cadres sur 2024, qui a permis d'identifier, je sais pas, tel ou tel sujet. Vous pouvez suggérer à votre prospect que vous avez cette étude-là, que vous avez partagée, est-ce qu'il serait intéressé pour que vous puissiez lui envoyer à son tour, lui faire une restitution. Là, vous suggérez que vous avez du contenu, vous parlez de votre contenu, mais vous ne le partagez pas en direct. Vous, ce que vous attendez, c'est que Monsieur Dupont vous réponde « Oui, oui, Jordan, j'aimerais bien échanger et que vous me présentiez cette analyse des rémunérations, par exemple. » Donc là aussi, faites attention parce que l'effet un peu pervers de mettre des liens, et beaucoup de liens dans vos mails, c'est que les gens cliquent ou cliquent pas. Mais s'ils cliquent, ça ne veut pas dire forcément que derrière, ils vont répondre. Parce que c'est un double effort. Hein, il faut un minimum d'effort pour votre prospect. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai marqué là. Je suis plutôt cohérente dans ce que je raconte. Le CTA doit être simple pour réduire l'effort de votre prospect. Votre prospect, et effectivement, il doit avoir le minimum d'effort à fournir pour répondre, pour être en échange avec vous. Donc, si vous lui demandez et de cliquer sur un lien et de vous répondre, etc., c'est compliqué. Même chose pour les personnes. Alors là, il y a 2 écoles aussi. On va voir si dans l'assistance, quelles sont les écoles, mais les liens Calendly, etc. Alors là, j'ai 2 écoles. J'ai des clients qui me disent que ça fonctionne pas trop mal et j'ai des clients qui me disent que ça fonctionne pas très bien. Moi, je suis plutôt partisane de me dire que ça demande un effort en fonction du niveau hiérarchique de la personne que vous sollicitez. Je trouve ça un peu culotté de lui dire regarde mon agenda et prends le créneau qui t'arrange. Je trouve ça un peu plus compliqué. Et puis ça demande un effort parce que il faut remplir ensuite 2-3 champs de formulaire, etc. Moi, c'est plutôt flemme de mon côté, mais je suis pas forcément réceptive à ça. Donc ça, c'est très subjectif, ça dépend vraiment de l'audience, mais ça dépend aussi, je trouve, du niveau hiérarchique de la personne que vous sollicitez en face. Gardez à l'esprit, en tout cas, que les gens manquent de temps et vont plus vite. Donc voilà, sur cette partie-là, on essaye d'être engageant dans son call to action. Si toutefois vous proposez un rendez-vous, essayez de projeter votre prospect. Je peux vous appeler mardi prochain à 14h. C'est quelque chose de concret qui m'engage. C'est pas quelque chose de vague. Quand vous faites un call to action où vous marquez est-ce que vous seriez disponible sur les semaines à venir? Non. Non, le directeur marketing du grand groupe, il n'est pas dispo la semaine prochaine. Il faut que ce soit quelque chose quand même d'assez précis, d'assez engageant, qui me donne envie et qui soit pas trop flou. D'accord? Toujours ce sujet de vraiment être percutant dans ce que je propose. Alors, je vois que j'ai une question. Et tout. En gros, un bouton pour pousser à agir. Le bouton, faites attention, Baptiste. Le bouton, est-ce que naturellement, quand vous écrivez un mail spontanément à un collègue, vous intégrez un bouton? Non, intégrer un bouton, c'est déjà intégrer du HTML dans un mail. Et donc, c'est travaillé. Et donc, c'est marketé. Et donc, c'est prospect. Donc, le bouton, je suis pas trop fan. Mais peut-être le lien hypertexte, c'était ce que vous vouliez dire. Ok, c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Ok. Emmanuel, en lien avec votre bullet point, réduire l'effort de votre prospect, proposer au prospect de choisir. C'est exactement ce qu'on disait dans un planning en ligne, n'est-ce pas? Perso, je préfère proposer moi-même des créneaux dispo qui ainsi. Exactement. Je vous rejoins, Emmanuel. Moi aussi, je préfère cette chose-là. Et puis, quand vous dites à votre prospect que vous allez l'appeler mardi à 14h, il n'est pas forcément censé savoir si vous avez ou non son numéro. Et donc, souvent, sur un malentendu, il va dire « Ah, mais moi, mardi 14h, je suis pris, il ne faut pas qu'il m'appelle. » Donc, il va vous répondre. C'est ça aussi. Ce que vous cherchez à avoir là, c'est une réaction de votre prospect. Parce que ce qui vous pénalise le plus, c'est la non-réaction de vos prospects. Le fait qu'ils soient passifs à la réception de vos emails. Vous, ce que vous souhaitez faire, bien sûr, c'est signer un contrat, faire du business. Mais ça, malheureusement, il y a des étapes en amont qui sont indispensables à mettre en place. Et donc, l'échange, le fait de pouvoir parler et de pouvoir commencer à construire quelque chose avec votre prospect. Bon, Adrien dit très peu de retours sur les liens Calendly. Anne-Cécile aussi. Donc, voilà, je suis plutôt effectivement de cette équipe-là. Je trouve que c'est assez limité, mais c'est aussi beaucoup fait parce que ça a un côté pratique facile. En fait, ça revient à ce qu'on s'est dit au début. Beaucoup font des mails parce qu'avec du mail, je vais vite, je fais de la masse, et la masse, c'est rassurante,
Et donc voilà. Mais malheureusement, le raccourci n'est pas forcément toujours le bon chemin. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre en fonction de votre capacité, enfin de votre bande passante, hein, tout simplement. Il faut trouver un juste équilibre entre peut-être effectivement de temps en temps, bon, je fais pas forcément le mail 100% sur mesure, etc. Mais en fait, dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai la matière pour, faites quelque chose vraiment de structuré, de travailler. Voilà sur cette partie, je laisse juste, je vois Jordan est en train d'écrire un message. Ce que vous pouvez faire quand vous rédigez votre mail, c'est vous dire en quoi mon mail, il va apporter quelque chose de nouveau à mon prospect. En quoi mon mail, il peut faire la différence? Est-ce que mon mail, si je le recevais, j'aurais envie d'y répondre? C'est important, hein, alors c'est pas toujours facile de prendre le recul sur son propre copywriting, mais vraiment essayer de faire quelque chose de spontané, de naturel. C'est ce qui fonctionne quand même le mieux, les choses spontanées, naturelles. Alors, c'est pas forcément évident quand on commence à mettre de bout en bout toutes les bonnes pratiques. On perd un peu peut-être de son naturel. Néanmoins, c'est vraiment ça. Dites-vous, voilà, c'est un mail que je fais spontanément, sans trop réfléchir. Et après, effectivement, vous le relisez avec les bonnes pratiques, etc. Mais pas des phrases trop lourdes. Éviter, voilà, vraiment les bullet points à outrance dans les mails. Franchement, les bullet points, c'est 3 bullet points. Voilà, point barre. Franchement, pas plus. Pas trop de listes exhaustives des services et de votre savoir-faire. Ah bon, Jordan a un bon retour sur les calendriers de son côté. Sur des emails coercitifs, je le vois dans un média et il y a du partage de contenu illégal et ça marche bien dans ces cas-là. Ok. Oui, c'est quoi du contenu de mail? Du contenu illégal, Jordan? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous voulez dire lié au contenu intellectuel, les articles aussi qui sont partagés de façon illégale, oui, par rapport aux droits d'auteur. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Voilà, ok. Oui, on a beaucoup de personnes, donc juste pour que tout le monde comprenne, quand par exemple il y a un article qui est publié dans Libération ou Le Figaro, on peut avoir tendance en interne à partager des articles de presse et ça, ce partage, cette redirection n'est pas légal puisque c'est de la propriété intellectuelle qui appartient aux médias en question. Donc il y a un sujet effectivement de droit d'auteur derrière. Donc vous avez un bon motif effectivement de prise de contact à les sensibiliser sur l'illégalité de leurs pratiques. Effectivement, ça les fait réagir, je pense. Sophie, pour ne pas dire êtes-vous disponible prochainement, quelles questions poseriez-vous? Hop, je vois la suite. Pour une proposition d'échange. Ben, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que je peux vous appeler mardi prochain? Après, ça dépend. On a donc des clients, enfin des clients qui, en fonction de ce qu'ils proposent, moi j'ai un client qui en fait voulait proposer, enfin son motif en tout cas de son accroche, c'était plutôt de faire des audits, un audit sur un sujet gratuitement. Et ben il disait voilà, quand est-ce que je peux venir réaliser le premier niveau de l'audit, ce sera aussi l'occasion qu'on déjeune ensemble le midi. Enfin, donc ça dépend ce que vous vendez et si vous avez la possibilité aussi de rencontrer des gens en physique. Ça a aussi créé du lien physique, l'aspect un peu réseautage peut fonctionner. Donc, c'est être précis sur ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un rendez-vous téléphonique? Est-ce que vous voulez une visio? Est-ce que vous voulez un rendez-vous sur place? Si vous voulez un rendez-vous sur place, est-ce que c'est juste pour la coquetterie de faire un rendez-vous sur place ou parce qu'en fait, il y a une nécessité par rapport à ce que vous commercialisez, votre expertise, de vous rendre dans leurs locaux? Après, ça dépend de votre audience. On va avoir effectivement des audiences qui vont être sensibles à aller boire un café et être invité à déjeuner. Enfin, tout dépend vraiment de ce que vous proposez. Et effectivement, Emmanuel le dit, proposer 2 ou 3 créneaux, c'est pas mal. C'est des choses qui fonctionnent assez bien. Permettez aussi une lecture diagonale, je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'œil humain, instinctivement, ne va pas tout lire. Il va lire le début, l'accroche, 2-3 mots-clés au milieu, et puis il va aller regarder en bas. Et donc en bas, qu'est-ce que c'est? Ah non, alors attendez, je vous repartage quand même quelques exemples, je vais un peu vite. Là, je vous ai partagé pareil des emails que j'ai reçus. Utilisez des références cohérentes avec votre cible. Donc moi, je me suis fait prospecter et les références qu'on me partage, c'est Carrefour, Biogroupe,
moi, nomination PME de 70 personnes, je me projette mal dans les enjeux de Carrefour. Donc ça aussi, c'est important. Et ça revient à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, de quelles preuves je dispose pour convaincre mon audience. Je n'ai pas les mêmes preuves à partager au grand groupe et à la PME. Donc ça, c'est important. Même si vous êtes super fiers d'avoir pu signer Carrefour et que c'est pour vous, c'est une vitrine de fou, ça ne parlera pas forcément ou ça peut faire peur à certaines de vos audiences. Et deuxième exemple ici, adaptez votre discours à votre interlocuteur, mais ça, je vous l'ai déjà un peu teasé tout à l'heure. Bon, personnellement, le Hello Céline et le tutoiement à outrance, ce n'est pas forcément ce qui me parle. Donc là aussi, adaptez votre discours à votre audience, votre niveau de langage à votre audience, la façon dont vous avez l'habitude de parler à l'intérieur de votre entreprise n'est pas forcément adaptée aux entreprises que vous prospectez. Voilà, ça c'est aussi important. Je trouve qu'on voit beaucoup maintenant un peu de familiarité. Je vais passer pour une vieille en disant ça, mais c'est pas grave. De familiarité, je trouve, dans les messages. Ça peut marcher avec certaines audiences, ça marche moins avec d'autres. Je trouve que dans le doute, il faut mieux rester un peu formel que d'avoir trop de proximité. Mais ça, c'est là aussi très subjectif et malheureusement, beaucoup de choses dont je parle ce matin et que je vous partage sont des choses un peu subjectives, hein, mais je trouve qu'on prend moins de risques à rester dans le vouvoiement avec un niveau de langage adapté que de partir sur du tutoiement. Dans le doute, 100% des gens sont OK de se faire vouvoyer et ça les choque pas. De se faire tutoyer, peut-être un petit peu moins, quoi. Merci Emmanuel d'être dans ma team. Bon, très bien. Super. Donc, j'en arrive à la fin. Je vous disais donc lecture diagonale. Oui, l'œil, il va regarder l'accroche, il va regarder 2-3 mots-clés à l'intérieur et il va aller regarder directement en bas. Qui est-ce qui m'écrit? Qui est cette personne que je ne connais pas et qui m'envoie un mail que je n'ai pas sollicité? Donc, moi, je trouve que la signature, elle est tout aussi importante que le reste, mais elle est de plus en plus délaissée. Elle est de plus en plus délaissée, pourquoi? Parce que je trouve que il y a beaucoup de mails qui sont envoyés, qui sont envoyés avec un smartphone ou des messageries qui sont mal configurées et en fait la signature ne s'affiche pas correctement. Je reçois beaucoup de mails, moi, où en fait il n'y a pas de signature. C'est marqué le prénom de la personne. Il faut que des fois que je scrolle ou autre pour trouver la signature. La signature, elle va vous permettre de professionnaliser votre message, hein, et elle va vous permettre également d'alléger votre syntaxe. On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait que le mail il fasse entre 100 et 120 mots-clés. Bah déjà, si vous enlevez toute la phrase où vous vous présentez pour dire « Je suis Céline, Head of Customer Success, j'accompagne les entreprises sur leur développement commercial », bon, bah en fait, si ma signature, elle est bien faite, on comprend qui je suis et ce que je fais. D'accord? Donc, ça veut aussi dire que vous avez le droit, peut-être, de revoir votre signature. Oui, vous avez votre signature en interne ou officiellement votre titre, c'est XY, mais peut-être que pour optimiser votre prospection et vous mettre en meilleures conditions de réussite, peut-être qu'il ne faut pas que vous marquiez que vous êtes key account manager. Parce que malheureusement, peut-être que c'est pas vendeur pour votre prospect. Mais en revanche, vous êtes peut-être expert du secteur XY sur tel enjeu. D'accord? Donc, voyez vraiment votre signature comme un levier supplémentaire de légitimiser votre prise de contact auprès de votre interlocuteur, de lui permettre de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que instinctivement, son mail, il va vous dire, regardez la première phrase et ensuite il va aller en bas. C'est instinctivement. D'ailleurs, on dit que la lecture se fait un peu en E. Donc, je regarde la première phrase, je picore rapidement le milieu du mail et je regarde en bas. Parce que qui m'écrit, c'est important. C'est vraiment important. Et toujours dans cette démarche de se dire, en réalité, est-ce que c'est bien un humain qui m'écrit ou c'est une boîte mail générique, contact, nomination qui m'écrit, ça m'intéresse pas. Donc vraiment, voyez-le comme un argument de plus, si je puis dire, ou en tout cas un levier de plus dans votre copywriting. Il fait partie intégrante de votre stratégie. Donc, peut-être effectivement, en fonction de votre intitulé de post officiel, le challenger quand vous faites de la prospection commerciale. Alors, ce qui peut se dire aussi, il y a des écoles qui disent que c'est bien de mettre sa photo pour humaniser, etc. Bon, après, si on commence tous à mettre nos photos, on n'en a peut-être pas fini, mais en tout cas, ça peut être possible.
Vous pouvez également parfois, donc je sais que certains ont du mal à être synthétiques et à finalement renier sur quelques bénéfices que leurs services ont, etc. Vous pouvez aussi utiliser la signature. Certaines signatures comprennent un bandeau où de façon saisonnière, on va changer des choses qu'on met en avant, etc. Donc vous pouvez également capitaliser sur des bandeaux pour peut-être valoriser un bénéfice supplémentaire sans devoir le marquer dans votre copywriting. Alors, l'utilisation du gras dans le corps du mail sur les mots-clés. Donc Maxime dit que c'est excellent. Jordan dit que le gras, c'est la vie. J'aurais dû vous partager des exemples. Jean-Loïc dit, pour la première phrase, vous conseillez plutôt bonjour conversationnel ou bonjour, ou encore. Alors, je réponds dans le sens. Donc, le gras, oui, mais pas trop. Vraiment pas trop. Le gras peut être aussi vécu, je dis ça et j'en ai mis partout dans ma presse, c'est différent. Le gras peut être aussi vécu comme quelque chose d'un petit peu, comment dire, pas brutal, mais vous avez tous déjà reçu dans votre vie un mail où quelqu'un vous a mis une phrase en gras pour insister sur un sujet et que vous vous sentez un petit peu agressé par ce gras. Donc attention si vous utilisez le gras, vraiment parcimonie en fait. Il ne doit pas y avoir 3-4 trucs en gras, hein. Il y a un truc en gras, max. Mais pareil, est-ce que spontanément vous mettez des choses en gras quand vous écrivez un mail à un collègue? Quand vous mettez du gras dans un mail, c'est que vraiment vous voulez souligner l'importance de quelque chose. Là, rappelez-vous que c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a pas sollicité votre mail. Il ne faut pas qu'il se sente agressé par votre mail. Je préférerais une syntaxe allégée avec un retour à la ligne, un saut de ligne, etc., qui permet d'alléger visuellement le mail et de faciliter la lecture plutôt que trop de gras. Donc, oui, c'est bien parce qu'effectivement, mais trop de gras peut tuer le gras, si je peux le dire comme ça. Donc, Jean-Louis, concernant la formulation du début, bonjour. Alors là, si, ça dépend un petit peu de votre côté. Il y a des choses qui sont très formelles. Bonjour, Monsieur Dupont. Bonjour, Bernard. Là, c'est très subjectif. Franchement, moi, ça me dérange pas. Par exemple, le bonjour Céline ne me dérange pas. Mais je suis pas DG. Je suis pas présidente. Je suppose que quand on s'adresse à mon président, le bonjour Monsieur Papeau est plus approprié. Là, ça va, je pense, dépendre aussi du niveau hiérarchique de votre cible et de la taille de l'entreprise. Dans un grand groupe, vous aurez tendance à dire bonjour Monsieur Dupont. Dans une PME comme nous, vous pourriez dire bonjour Serge au lieu de bonjour Monsieur Papeau, ça passerait. Je pense que le niveau hiérarchique croisé à la taille de l'entreprise est un bon indicateur. Après, on ne fait jamais non plus là d'impair en disant bonjour Monsieur Dupont. On n'est jamais trop poli. Hein. Oui, voilà, merci Adrien. Comme dans mes slides, le gras. L'informe. Ok, je vous laisse. Hop. Jordan vous attaque, Maxime. J'espère que vous partagez pas de contenu. Hein. Ok, tac, tac, tac. Tanguy, personnellement, je mets en gras que la question centrale que j'adresse au prospect. Bah écoutez, ouais, why not? Franchement, oui, un truc en gras, ça passe. Les fonctions. Emmanuel, formule de politesse. Les séquences nomination permettent de prévoir un créneau d'envoi et il me semble du coup lire bonne journée quand on a fait partir. Effectivement. Alors, je reviens effectivement à la formule de politesse. C'était mon dernier point. La formule de politesse, c'est la dernière occasion de vous distinguer, la dernière opportunité de faire bonne impression. Et je trouve que effectivement, le fameux cordialement, très impersonnel, un peu froid, n'est pas forcément le plus pertinent. Le pire, je pense que c'est les personnes qui font une abréviation sur le cordialement, c'est-à-dire que c'est censé être une formule de politesse pour se dire au revoir, et quand c'est abrévié, donc le CDT, c'est encore plus, je pense, autant ne rien mettre. Donc là, effectivement, je vous ai mis en exemple, essayez d'adapter en fonction du contexte du mail, le cas, le profil, etc. Donc oui, c'est vrai, Emmanuel, je vous ai mis en vous souhaitant une excellente fin de journée, en me tenant à votre disposition, etc. Quand les envois sont automatisés à travers les séquences sur nomination, c'est vrai que le bonne journée tout court n'est pas forcément approprié. Donc là, vous voyez, j'ai mis excellente fin de journée. Donc bon, effectivement, si vous le recevez à 10h, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut essayer d'aller trouver des formulations qui puissent être un petit peu un peu vagues tout en étant précises. Alors moi, je vous dis à titre personnel,
Mais bon, ce que je fais, c'est qu'effectivement, en fonction de du moment de la semaine dans lequel on est, ça peut m'arriver de plutôt dire, bon, bah, en vous souhaitant un bon week-end à venir. Si c'est le printemps, enfin bon, moi je suis un peu fan en fonction de d'où on est, hein. Donc si on approche les fêtes de fin d'année, je vais avoir une formulation différente. Si c'est le printemps, différent, etc. Un petit clin d'œil à chaque fois. Je me dis, bon, peut-être que ça laissera un petit sourire. En tout cas, ça montrera ma sympathie auprès de mon interlocuteur. Pensez à ça, faites des tests. Je suis certaine que sur Internet, on peut trouver plein de formulations différentes pour remplacer le cordialement. Mais c'est vrai que le cordialement, c'est voilà, c'est comme si bon bah j'ai pas pris le temps quoi. Cordialement, hop c'est fait et ciao bye. Ça peut nécessiter de prendre un peu plus de temps là-dessus. Une fois que vous avez 2-3 formules avec lesquelles vous tournez, je pense que ça peut le faire. Euh, Baptiste, pour la bonne journée, hop, ça passe trop vite, il y en a trop. On est d'accord que ça ne marche que sur du démarche one. Oui, bah oui, bonne fin de journée, oui. Bonne journée, oui. Bonne fin de journée, ça dépend. Est-ce qu'on peut dire bonne fin de journée à 11h? Ouais, c'est peut-être un peu sport. Et bien à vous. Oui, le bien à vous, ouais, le bien à vous. Ah, bien en vous, pardon. Ok, pauvre stagiaire. Si on le place sur une séquence, l'audience peut être très bien le recevoir vers 14h. Bah oui, alors, je vais revenir sur cette partie-là. Je vous montre juste. Donc, quand vous êtes sur nomination, tout le monde n'a pas cette partie-là. Donc, sur nomination, deux options. Soit vous avez la possibilité d'envoyer des séquences, soit vous avez juste la possibilité de faire de l'engagement one-to-one. Donc, tout ce qui est, hop, je vais vous le montrer comme ça, tout ce qui est paramétrage de votre licence, c'est ici. Dans cet espace, vous pouvez rattacher votre boîte mail pour que les mails partent depuis nomination. Ici, vous pouvez venir vous enregistrer des templates avec notamment des éléments de variables hein, pour vous éviter à chaque fois de ressaisir les choses. Et vous pouvez venir configurer votre signature. C'est en ça que je vous disais, là, vous pouvez pimper. Moi, j'ai marqué mon vrai titre. Là, j'aurais pu marquer autre chose. Néanmoins, ça fait toujours signature professionnelle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. L'engagement ensuite se fait depuis la fiche de décideur ou à partir d'une liste que vous avez construite. Pour ceux qui font des séquences, effectivement, vous avez à chaque fois... Alors, je vais essayer d'aller sur une séquence. Donc, quand vous configurez une séquence, vous avez hop, dans les paramètres, ici, les jours et heures d'envoi. C'est vrai que par défaut, on vous conseille de rester entre 9h et 18h pour avoir une plage assez large. Et puis, plus vous complexifiez l'algorithme, plus ça devient un peu compliqué ensuite de tout matérialiser. Donc, c'est vrai que votre formule de politesse doit tenir compte effectivement de votre spécificité d'envoi. Ce qui est un petit peu... c'est un jeu d'équilibriste sur la partie séquence, c'est-à-dire qu'il faut automatiser pour vous permettre quand même de faire du volume, de dégager de la bande passante, mais il faut rester quand même sur quelque chose qui laisse paraître un engagement one-to-one. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Donc, effectivement, peut-être que en vous souhaitant une bonne fin de journée et peut-être un peu trop optimiste, par contre, ça peut peut-être être en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Parce qu'en réalité, si vous l'envoyez, enfin, ça marche assez bien. Donc là, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça se tente malgré tout. Mais vous pouvez changer les créneaux d'horaire si vous le souhaitez. Vous pouvez dire que vous voulez envoyer que de midi à 18h. Et donc là, ça peut rentrer. Après, est-ce que pour une formulation de politesse, on va changer ces créneaux d'envoi? Je pense pas, mais je pense qu'on peut trouver des formulations qui répondent à ces enjeux-là. Pour revenir à une question que j'avais tout à l'heure, je crois, Christophe, vous avez ici donc le centre d'aide et vous avez ici des bibliothèques d'exemples de messages. Donc là, on a écrit différents scénarios qui sont des scénarios à personnaliser, hein, bien sûr. Les enjeux que vous couvrez, vous êtes les seuls à les connaître, etc. Les contenus que vous avez, vous êtes les seuls, pareil, à les avoir, mais ça peut vous donner des petites trames sur lesquelles capitaliser. Je reviens aussi là-dessus, donc ça, je vous l'ai dit. Hop, donc, avant que je passe là-dessus,
Ça, je vous en ai parlé, voilà. Petit coup de pouce de l'IA, dorénavant sur nomination, on est venu intégrer ChatGPT, on est venu construire 3 prompts de prospection qui ont vraiment été travaillés et personnalisés pour aider dans le copywriting sur nomination. Comment ça fonctionne? ChatGPT et les prompts en question vont s'appuyer sur la proposition de valeur de votre entreprise, sur votre parcours, et va analyser toutes les données qualifiées sur le décideur que vous allez souhaiter prospecter. Donc, comment ça fonctionne? Hop, sur nomination. Donc, j'y retourne. Vous avez ici mon profil, mon IA. Donc, il faut absolument que dans mon parcours, mon IA, vous ayez une proposition de valeur de renseigner, puisque ChatGPT va s'appuyer sur la proposition de valeur de votre entreprise pour écrire un mail, et il va aussi s'appuyer sur qui vous êtes, dans quelle entreprise vous êtes, etc. Donc ça, c'est important de vérifier que vous avez paramétré cette partie-là. Ensuite, alors, hop, je vais remettre. Quand vous êtes sur un décideur, donc vous avez ici la possibilité de faire engager par mail. Vous pouvez venir chercher dans votre bibliothèque de messages, d'accord? Donc ça, si j'ai créé une bibliothèque de messages, je peux capitaliser dessus. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai un message qui est lié aux félicitations. Je peux ensuite le personnaliser, etc. Ou alors, je peux ici faire rédiger mon mail grâce à l'IA. Hop. Et donc là, l'IA est en train de réfléchir, en train d'analyser ma proposition de valeur, la fiche de ce décideur-là, et commence à écrire un mail. Donc ça, c'est une assistance qu'on vous met à disposition. Gardez en tête que c'est une intelligence artificielle. Donc oui, la syntaxe n'est pas toujours franchement celle qu'on a l'habitude d'avoir dans nos conversations et dans le français que l'on parle. Oui, sa connaissance de votre entreprise n'est pas la même que vous. Donc moi, je trouve que ça peut permettre d'éviter le syndrome de la page blanche. Parfois, on n'arrive pas à se lancer. Les premiers mots sont difficiles à poser sur le papier. Ça peut être un petit pied à l'étrier qui vous est proposé. Néanmoins, ça ne remplacera jamais votre connaissance, votre expertise. Mais je trouve que pour les personnes qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à démarrer les premières phrases, ça peut aider. ChatGPT, là, en l'occurrence, va prioriser, est-ce qu'il y a une nomination, une prise de parole sur une conférence, et donc va capitaliser dessus pour écrire un mail si c'est le cas. Si c'est pas le cas, il va tenir compte des enjeux de la personne et de l'entreprise. Ça me fait une proposition et je peux faire ici essayer à nouveau. Et donc effectivement, ça me fait encore une proposition. Donc ça, c'est des choses qui sont mise à disposition sur nomination. Donc, l'IA a été intégrée. L'IA est intégrée par l'instant uniquement sur les prises de contact one-to-one, pas dans les séquences, pour ceux qui font des séquences. Donc, c'est vraiment sur du mail one-to-one. Pour ceux qui l'ignorent et qui ne font pas encore d'engagement par mail depuis nomination, donc, le bénéfice, c'est quoi? Au-delà d'envoyer un mail, puisque ça, vos boîtes mail, normalement, le font assez bien, c'est que ce sont des emails qui sont traqués. Vous le voyez ici sur le côté droit, pour chacun de mes messages, j'ai les perfs. Ce message-là, j'ai utilisé 6 fois, ça m'a généré 6 ouvertures, un clic et une réponse, et ainsi de suite. Donc ça peut vous permettre de mesurer l'efficacité de vos messages pour pouvoir optimiser les futurs copywriting que vous allez faire, parce que par exemple, vous allez identifier grâce à ce tracking que vous avez un taux d'ouverture qui est faible. Si votre taux d'ouverture est faible, ce sur quoi vous devez travailler absolument, c'est l'objet de votre message, parce que c'est celui-ci qui conditionne l'ouverture de votre message. En revanche, si vous avez un très bon taux d'ouverture, pardon, mais que votre taux de conversion, de retour est faible, alors c'est le contenu de vos messages qui va pas. Donc, pour retravailler ces indicateurs, ces éléments-là, faut-il encore avoir les éléments de tracking. Donc, c'est ça qu'on vous permet d'avoir dans nomination, vraiment de venir mesurer l'efficacité. Ça peut vous permettre également de prioriser des actions de relance. Vous avez une ouverture de mail, vous avez un clic sur le contenu que vous avez partagé, mais Monsieur Dupont, il vous répond pas. Vous pouvez essayer de faire une relance téléphonique sous 3-4 jours. On sait que le taux de mémorisation sur un mail de prospection, il chute assez vite. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Encore faut-il savoir, est-ce que mon contenu a été ouvert? Donc, parmi les X personnes que j'ai engagées, sur qui je priorise des actions de relance téléphonique. Ces éléments de tracking vous permettent de vous dire, OK, je vais prioriser une relance téléphonique sur un tel ou un tel. C'est ça qui est
qui est mis à disposition et qui, je trouve, est important. Pour répondre peut-être à la question de certains, mais donc oui, les messages que vous envoyez, ils sont disponibles ensuite dans votre boîte d'envoi. Hein. Le serveur d'envoi, ça reste votre boîte mail, hein, c'est pas nomination. Nous, on vient juste plugger à votre serveur d'envoi un outil de tracking et de pouvoir remonter les informations dans nomination. Mais ensuite, vous avez, c'est vraiment votre boîte mail qui gère comme vous le faites, on va dire traditionnellement. Voilà. Je voulais vous partager aussi quand même. Attention aux dérives de l'automatisation et de l'IA. Là, je vous ai partagé 2 exemples où en fait, on a 2 entreprises différentes qui ont prospecté 2 personnes différentes chez nous, chez Nomination. Et les 2 avaient une accroche quasiment similaire. Les 2 personnes ont été sur notre site internet et se sont rendues compte qu'on avait une base de 200 000 décideurs influents. Enfin, ça, c'est les dérives de l'IA. Donc, oui, on met à disposition l'IA. Et plein d'autres outils proposent l'IA. Moi, je dirais quand même attention à l'IA parce qu'effectivement, là, pour le coup, nous, en interne, alors, nous, en interne, en plus, on est très friands des emails de prospection et on les regarde beaucoup parce que c'est un peu voilà notre cœur d'activité. Mais c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion en interne en disant, bah moi aussi, j'ai reçu cette accroche, ah bah moi aussi. Donc, attention aux dérives de l'IA. Je trouve que c'est un bon outil d'aide, mais attention à ne pas trop automatiser les choses. Hein. Voilà pour ce matin. Donc si, hop, je reviens en arrière, vraiment sur votre copywriting, on va essayer d'avoir un copywriting qui est sympathique, concis, naturel, et on va travailler sur 6 leviers qui sont l'objet, la personnalisation de la salutation, l'accroche, le corps du message, le call to action et la signature. Et donc, effectivement, c'est des prises de contact que vous pouvez initier dans Nomination pour les traquer. Mais c'est vraiment des étapes qui sont indispensables. C'est vrai que ça peut paraître comme étant un travail assez fastidieux. Néanmoins, vraiment, le premier travail, hop, si je reviens tout en haut, hop, qui était celui-là, c'est un premier travail de base qui vraiment ensuite va faciliter le copywriting pour chacune de vos sous-audiences. Vraiment mettre à plat vos audiences, leurs enjeux, leurs besoins, comment vous y répondez, quelles sont les références que vous avez qui sont cohérente avec cette audience, etc. C'est un travail qui vous permettra d'optimiser votre taux de transformation et de moins avoir peut-être ce sentiment de s'essouffler sur ces actions de prospection qui sont fastidieuses, hein, on le sait. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un travail en amont pour faciliter la suite de votre déroulé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des questions. Le mois prochain, je parlerai donc de l'automatisation de votre prospection pour générer plus de leads. Donc, je parlerai bien sûr des séquences. Hein. Donc, certains d'entre vous y ont déjà accès, d'autres peut-être pas encore ou ne l'utilisent pas encore. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous partager les bénéfices de venir automatiser sa prospection à travers l'envoi de séquences et comment le faire habilement pour que, bien qu'on soit sur l'automatisation, on ne soit pas quand même sur quelque chose de trop industriel, trop impersonnel, qui soit contre-productif. Voilà. Bon, bah super si ça vous a plu. Merci pour mon rétablissement. J'espère que ça va pas être trop désagréable de m'entendre tout sauter. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne prospection. Je suis preneuse de vos retours d'expérience. Si vous avez effectivement, voilà, vous expérimentez des choses, vous avez des choses qui fonctionnent moins bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on se nourrit. Hein, le partage entre chacun est nécessaire pour que, voilà, on puisse avoir du recul sur ce que l'on dit et ce que l'on fait, puis sur ce qui marche surtout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très vite sur Nomination. Alors, je ne vous oublie pas, les replays, je vous le montre à tous. Hop. Quand vous êtes sur Nomination, vous avez à tous ici le centre d'aide qui vous est proposé et la formation en ligne adaptée à la licence que vous avez est disponible ici. Et dans la section formation, vous retrouvez la possibilité de vous inscrire à des sessions de formation et des replays de toutes nos thématiques. Bonne journée.